Ça y est, ça marche. Merci. What a crazy ending. Pascal, maybe to start the evening, we could just know how you actually met Eric Romer, because I think you worked with Pauline on the beach, and this one, and a series of similar actors, and I would love to know how you met and also how you worked together and how he worked every day. Eh bien, rebonsoir. J'ai rencontré Eric Romer par un ami commun qui m'avait dit d'aller le rencontrer parce qu'il recevait très facilement et très normalement des acteurs et des actrices. Et c'était très facile, contrairement à beaucoup de metteurs en scène qui sont plus secrets. Lui avait un accès extrêmement facile. Donc je l'ai rencontré comme ça, je lui ai téléphoné, puis je suis allé chez lui, je lui ai laissé une photo, et la photo, il l'a mise dans son tiroir, et on a parlé de tout sauf de cinéma, en buvant du thé et en mangeant des spéculoos. So good evening again. I met Eric Romer because we had a mutual friend who told me that I should go and meet Eric. And Eric used to meet people very easily, very normally. He would welcome actors at his office, and it was very easy. Unlike with many directors who are more secretive and difficult to get to, Eric was very easy access. So I called him on the phone, I went to his office, I gave him my photograph, he put it in a drawer, and we talked about everything except movies while drinking tea and having speculoos cookies. And could you talk about how actually it was on the daily, how the film came about, and how also, because I know there's a whole story with it. Alors ce film, film que vous venez de voir, dans le fond, j'avais déjà fait 2 films avec lui et 2 pièces de théâtre. Pauline à la plage et Le beau mariage. Et Catherine de Helbron de Kleist, et une pièce qu'il avait écrite, lui, que personne ne connaît et qui a eu beaucoup de succès en France, qui s'appelle Le Trio en mi bémol, 2 personnages. Et donc un jour, il avait envie, car comme je disais tout à l'heure, il était très intéressé par l'écologie, de faire un film politique, de faire un film sur l'écologie. Et il a proposé aux acteurs de construire presque nous-mêmes cette aventure, mais il nous avait dit une seule chose est très importante, c'est qu'il n'y a pas d'argent du tout sur ce film, mais du tout. Ça veut dire qu'aucun acteur n'était payé. Il y avait une équipe de 4 personnes, preneur du son, chef opérateur, je dirais Françoise qui s'occupait de la régie et Romer. Voilà, ils étaient 4. Donc pas de script, pas de tout ça, tout ce comme le film actuel. Enfin, et on a commencé en fonction de nos libertés. Et il y avait une scène qui était écrite entre Fabrice Lucchini, qui joue donc le professeur, enfin l'enseignant, et moi. Et comme on n'arrivait pas à trouver les temps, enfin trouver le temps pour être ensemble sur le tournage, puisque en fait on faisait en fonction de nos moyens, de nos temps, donc finalement cette scène a été coupée. Et finalement, Romer était très content parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait la confrontation entre le maire et le prof et le professeur. Donc ça a été des circonstances qui ont été bienfaitrices sur ce film. So the film you just saw, at the point that it came along, I had already done 2 films with Eric Romer and 2 plays with him. The films were Le Beau Mariage and Pauline à la plage, Pauline at the beach, and the plays were Catherine of Helbron by Kleist, and also a play by Romer himself, Trio en
Bémol, which has just 2 characters, and which is not very well known outside of France, but had been a very big success in France. So, as I mentioned earlier, Rohmer was very interested in environmentalism, and so he wanted to do this film about the environment, and he came to his actors and asked us to build this adventure with him, really to build it in a sense, but he told us one very important thing, which is that there would be absolutely no money. I mean, really, really, really no money. None of the actors were paid. There were 4 people on the crew, i.e. a sound person, a director of photography, then there was his producer assistant Françoise, and Eric himself. None of the other usual positions like script supervisor and so on. And so we started making the film based on really when we were free, when we were available. There had been one scene written in which the character played by Fabrice Lucchini, the teacher, was supposed to be with my character, but since we couldn't find the time to be together on the shoot, Fabrice and I, since everything was really scheduled around when we were available, ultimately that scene was cut. And Eric was actually very happy about this because he ultimately didn't want there to be a confrontation between the mayor and the teacher. So the film benefited from these circumstances. Il y a aussi une chose, qui était assez anecdotique, mais comme il nous avait demandé à nous acteurs de prendre en charge un peu les décors, les costumes, c'était nos vêtements à nous et le décor. Et finalement, j'avais trouvé, grâce à un ami à moi, ce château qui est en Vendée. Et le propriétaire du château, qui est un grand ami à moi, était aussi le maire du village. Donc, tout ça était gratuit. Il nous avait prêté le château. C'est un château complètement délabré. Il y avait une salle de bain pour 8 chambres. Et tout le monde habitait dans le château. Et pour l'anecdote, Ariel Dombal, qui prenait des bains tous les matins, alors elle prenait son bain, il n'y avait plus d'eau pour personne. Enfin, c'était comme ça. Bon, bref. Et on se débrouillait, et c'était absolument comme un film de copains, pas d'amateurs, parce que, et quoique Rohmer disait une chose extraordinaire, il disait je ne suis pas un artiste, je suis un artisan, parce que l'artisan, c'est quelqu'un qui aime son art. Mais c'est pas un film d'amateur, c'était pas vraiment, tout était vraiment très professionnel, mais il y avait une joie, il y avait une... Comme la fin avec la chanson, tous ensemble, il y avait quand même une envie de plaisir énorme à nous tous. Et alors que on était, enfin, nous étions, Fabrice, Ariel, moi, des acteurs qui travaillons beaucoup, enfin, disons, voilà, professionnels. Et là, tout d'un coup, on se retrouvait comme si on avait 15 ans, quoi. C'était ça. So I'll just tell you one kind of anecdotal thing, which is Eric had asked us, the actors, to kind of be responsible for the sets and the costumes. You know, we wore our own clothes, and so I found the chateau that was in the film. It belonged to a friend of mine. It's a chateau in Vendée, and so the owner was this very good friend of mine who also happened to be mayor of the village. And so we got the chateau free of charge. It was a very dilapidated chateau. There was only one bathroom for 8 bedrooms, and we all stayed there. And just to tell you, you know, Ariel Dombal would take her bath in the morning, and then there wouldn't be any water left for anyone else. So that was kind of how it went. It was like a buddy movie, but not an amateur movie. Though I should say that Eric Rohmer always said he was not an artist, he was an artisan, because the artisan loves his art. But there was a joy to making this film, a little bit like the song at the end. You know, there was this huge desire for pleasure, and though Fabrice, Ariel, and myself were professionals, actors who worked a great deal, suddenly on this film, it was like we were 15 years old again. Et pour revenir à une chose plus pragmatique et un peu plus, disons, financière, évidemment, le film, quand il a été terminé, a été vendu à Canal+.
qui est une chaîne donc, que vous connaissez, française, et qui a été très bien vendue, si bien que nous avons été payés, évidemment, après, enfin bon, quand le film est sorti, voilà. On n'a pas fait gratuit, c'est ça que je veux dire. And just to come back to a pragmatic and, let's say, financial thing, once the film was finished, it was sold to the French television channel Canal+, and it was very well sold, so that once it came out, we actually were paid, so we did not make the film for free. Some of the dialogue are really incredible. When Ariel Dombal sees the cows and she says, "These cows are extraordinary," and then you talk about lettuce and everything. I want to know if the dialogue was written or there was a ton of improvisation. C'est vrai que ce passage qui est irrésistible, je dois dire que c'était une volonté de Rohmer, mais il a laissé libre cours Ariel devant ses vaches et devant ses salades et devant le potager. Et elle a enfin, pris un plaisir et une joie à s'amuser. Encore plus, parce que bon, le personnage le veut, évidemment, mais c'était ça. Et nous, enfin, dès que Rohmer disait couper, on hurlait de rire. On ne pouvait pas s'arrêter, parce que c'était tellement invraisemblable. Et comme elle adore ça, Ariel, elle en rejouait encore plus, et ça finissait vraiment dans un délire total. Mais le reste était Je vais juste traduire ça en attendant. Well, I have to say, with that irresistible passage in the film, Éric Rohmer had wanted that scene to exist, but he left us free. He left Ariel Dombal free before the cows and the salads and the vegetable garden, and she took such pleasure in joy. It went even further than we could have imagined, and because the character demanded it. But every time Éric Rohmer said cut, we were simply hysterical with laughter. You know, Ariel loves that kind of thing, so she really laid it on thick, and it reached a kind of delirious level. Mais sinon, le texte était très écrit. Il y a une particularité aussi avec Éric Rohmer, c'est qu'il avait beaucoup de mal à accepter qu'on change un mot du texte. Pour lui, c'était comme, une trahison, oui, c'est ça. Et donc, à l'époque, j'étais un peu plus paresseux que je ne le suis maintenant, et j'avais du mal à apprendre mes textes, si bien que toujours Éric s'arrachait les cheveux parce que je mélangeais des trucs, beaucoup de textes, et puis parfois j'écrivais mon texte comme ça, ici, comme à l'école, quoi. Et alors, ça rendait fou Éric. Et en même temps, il riait comme un fou. Enfin, bon, voilà. C'était vraiment une ambiance, ouais, comme des gosses, quoi. Il n'était pas jeune, en plus, Éric. The text was very, very written. There's a particularity with Éric Rohmer, which is that he found it extremely hard to accept that one change even a single word of the screenplay. It was like a betrayal to him. And I have to say that at the time, I was a little more lazy than I am today, and I found it quite hard to learn I'm not now. I found it quite. I'm a professional. I found it quite hard to learn my lines, and it would drive Éric Rohmer crazy because I would mix things up from the dialogue, or I would write my lines on my wrist like you do as a schoolboy. And on the one hand, it would make him really crazy, but it would also make him burst into laughter. So we really were like kids on this shoot, though Rohmer was not a particularly young man when he made this film. Je me souviens, pardon, c'est une anecdote par rapport à Pauline à la plage, que je ne sais pas si certains ici ont vu Pauline à la plage, mais je suis un professeur, un spécialiste de planche à voile. Et, et alors évidemment, je ne sais pas, moi, et je ne sais toujours pas faire de la planche à voile. Et la production m'avait payé des cours de planche à voile sur un lac à côté de Paris, qui s'appelle le lac d'Enghien, où il n'y a absolument pas de vent.
Alors, j'étais très, très, très fort, vraiment. Je partais à fond et je revenais voir Eric et je lui disais « Waouh, je sais vraiment faire de la planche à voile, c'est génial ». On arrive à Granville, Eric Rohmer dit moteur, je pars avec ma planche à voile, paf, une seconde après, je tombe. Deuxième, je tombe. Troisième, je tombe. Incapable de faire de la planche à voile. Et je pensais qu'Eric allait être fou furieux et hurler de rire. Et en fait, il y a une scène où je suis en planche à voile et ça dure. C'est la seule scène où j'ai réussi à le faire. Ça a duré, 4 secondes. So just a small anecdote I remember from Pauline at the Beach. Maybe some of you have seen that Eric Rohmer film. In that film, I guess you could call it a professor or a specialist of windsurfing. And of course, I didn't know then, and I don't know now, how to windsurf. So the production had paid for me to take some surfing lessons on a lake near Paris, the Lac d'Enghien. And of course, there's absolutely no wind there. So I was extremely good at surfing there. And I came back and I saw Eric Rohmer and I told him, I'm great at surfing, don't worry about it. And then we get to Granville and Rohmer says, action. I go off and fall over. Do it a second time, fall over. Do it a third time, fall over. I just couldn't do it. And I thought that Rohmer would be terribly angry, but in fact, he was laughing hysterically. So there's one scene in the film where you see me surfing, and it's the only scene where I was able to pull it off throughout the shoot, and it lasts about 4 seconds. I feel in this film, and also with the different actors who are with you, I thought especially Ariel Dombal, I thought about the film of Arietta Adolfo, and maybe something campy also with your work with also Pierre Clémenti, Arietta Adolfo. Right. And also your work with Pierre Clémenti. And there's something about the way you worked with them and the way you worked with Rohmer on this film particularly that kind of reminded me also of this side of your work that is maybe a type of specificity of working that you could talk about much, which is quite different from some more classical film that you did on the scene. Je sais pas comment le dire bien, mais... Bon, si je comprends bien, c'est parce que, dans le fond, tu parles de metteurs en scène plus marginaux, quoi, avec une plus grande difficulté et puis une plus grande difficulté de monter les films aussi. Adolfo Arietas, qui est un metteur en scène espagnol, avec qui j'ai fait 2 films quand j'étais très, très jeune, a beaucoup de mal à monter ses films et toujours, il continue. Donc, mais je dirais que Eric Rohmer est un exemple pour tous ces réalisateurs qui ont évidemment, qui sont des auteurs, des grands auteurs avec une belle écriture, et Rohmer est un maître pour eux parce qu'ils rêveraient dans le fond de faire exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire des films extraordinaires, mais avec une économie de moyens tout petit. Or, ces metteurs en scène n'ont même pas les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc Rohmer est vraiment une grande référence pour toute une génération et toutes sortes de metteurs en scène qui l'admirent. Par exemple, André Téchiné, lui qui a quand même plus de moyens pour faire ses films, avec qui j'ai fait Les Sœurs Brontë, eh bien, lui est fou de Adolfo Arietas. C'est un metteur en scène qu'il adore. Well, I think you're talking about marginal directors who have a great deal of trouble getting the financing for those films. And for instance, Adolfo Arrieta, who's a Spanish director with whom I made 2 films when I was very young, he had and continues to have extreme difficulty getting his films made. Eric Rohmer is an example for these types of directors who are great auteurs. He's a master for them because they dream of doing what he does, which is to say he makes extraordinary films but with extremely restrained or constrained means. And they dream of this because they don't even have the means to get that far, to make
those films. So he's an inspiration to an entire generation. And for instance, André Téchiné, with whom I made the Bronte sisters, and who does get significant financing to make his films, he's crazy about Adolfo Arrieta. I wanted to open a little bit, of course, because it's the beginning of the series, and also you're performing tomorrow, so I wanted to maybe open a little bit the idea of your work with Patrice Chéreau and different filmmakers who are also quite different from Éric Rohmer that we opened tonight. And maybe you can talk about Patrice Chéreau. Ah oui, alors quand j'ai rencontré Patrice Chéreau, que sûrement ici vous connaissez certains, en fait Patrice Chéreau il n'aimait pas du tout Éric Rohmer. Et Patrice Chéreau ne m'aimait pas comme acteur, en plus. Alors c'était un défi quoi, quand on s'est rencontrés. Et il allait monter Hamlet au Festival d'Avignon. Et je lui ai dit, mais Patrice, il n'y a pas un rôle pour moi? Non, 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 non. Moi, j'avais déjà fait pas mal de films et tout ça, et de pièces de théâtre. Et il me dit, non, tous les rôles sont pris, tous les rôles importants sont pris. Mais il reste le hallebardier, c'est-à-dire une phrase. Il reste le roi de comédie, il n'y a pratiquement pas de phrase. Il reste le moine, une phrase. Et il reste Fortinbras qui termine la pièce avec 4 phrases. Ça veut dire qu'un spectacle au Festival d'Avignon qui durait 5 heures, ça veut dire une heure par acte, 5 actes Hamlet, j'apparaissais 15 minutes. Et il y aurait des acteurs qui auraient dit va te faire foutre, j'ai fait beaucoup de choses importantes, et voilà. Non, moi je me suis dit j'y vais. C'était un défi de ma part, c'était un défi de la part de Patrice. Et à ce moment-là, il a commencé à m'aimer comme acteur. Et il y a l'acteur qui jouait Horatio, le copain d'Hamlet, qui est parti en tournée. Et là, j'ai repris le rôle d'Horatio. Et c'est là où c'est parti toute la collaboration que j'ai faite avec lui. So, when I met Patrice Chéreau, who I'm certain some of you know, Patrice Chéreau did not at all like Éric Rohmer, and he didn't like me as an actor. So that was a challenge when we met. Chéreau was going to be staging Hamlet at the Avignon Theatre Festival, and I said to Patrice, don't you have a part for me? I mean, at this point, I had done a lot of films, I had done some plays, and he said, not really. I still have the spear carrier, who has 1 line. I have the monk, who has 1 line. I have Fortinbras, who has 4 lines at the very end of the play. So that means that in the 5 hours that the play would be performed at Avignon, you know, there's 5 acts, so 1 hour per act, I would have about 15 minutes. And many actors would have said to him, just go to hell, you know? And I had done important things at that time, but I said, I'm going to go for this. You know, it was a challenge for me, and it was a challenge for Patrice. And that's when he started to like me as an actor. And at that point, the actor who was playing Horatio had to leave on tour, and Patrice put me into the part of Horatio, and that's where our collaboration began. Maybe you can, I would love to know a little bit more about the difference in how you feel as an actor of stage, theater, working with Chéreau, Bob Wilson, other people, and then many different filmmakers, such as all the filmmakers you chose the films for this film series in New York. Le travail d'abord le travail avec Patrice Chéreau est très à l'opposé, par exemple, d'un travail avec Éric Rohmer, parce que Éric Rohmer, c'est basé sur le texte. Et en fait, Rohmer se sert de l'acteur comme un interprète du texte. Or, Chéreau se sert du corps de l'acteur, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation du personnage, il y a un travail sur le personnage, alors que Rohmer, il n'y a aucun travail de personnage, c'est uniquement basé sur le texte. Donc c'est vraiment très très différent entre par exemple Rohmer et Chéreau. Et puis Chéreau est un génie de la scène, de l'opéra, du théâtre. Donc il sait. Il y avait une phrase de Chéreau qui m'a toujours intéressé et que je reprends sans arrêt quand je joue au théâtre. C'est
l'important n'est pas de comment rentrer sur scène pour un acteur, mais l'important, c'est de comment sortir des coulisses, sortir de l'extérieur pour rentrer sur la scène. Donc voilà, il y a tout un travail très important que j'ai fait avec Chéreau et qui est évidemment, si vous avez vu les films de Patrice Chéreau, qui sont beaucoup plus, je dirais, baroques, beaucoup plus violents, beaucoup plus... Vous savez, dans la vie d'un acteur, il y a beaucoup de phases différentes en fonction des gens qu'on rencontre. Et Rohmer a fait partie de ma vie quand j'étais très jeune. Chéreau a fait partie de ma vie quand j'étais plus âgé, qui correspondait à ce que je désirais, à ce que je représente, et ce que je me voyais être aussi. Donc voilà, c'est vrai que ce sont deux parties de ma vie qui sont avec des metteurs en scène très différents, des univers très différents, et qui me correspondent, et qui me correspondaient, qui me correspondent. Well, in a sense, the work with Patrice Chéreau was the opposite of the work with Éric Rohmer. Éric Rohmer's work is entirely based on the text. Éric Rohmer uses the actor as an interpreter of the text, whereas Patrice Chéreau uses the body of the actor to interpret the character. With Éric Rohmer, there's no character work. It's just the text. Now, Patrice Chéreau was a genius of the stage, of opera, of theater. There's one thing that Patrice Chéreau said that I find very interesting and that I always think about when I'm working in the theater. He said, it's not important how you get on stage, how you enter the stage as an actor, but how you exit the wings, how you exit the outside world to get onto the stage. So I did a great deal of work with Patrice Chéreau, and if you've seen his films, you know that they're Baroque, violent films. And in the life of an actor, there are lots of different phases, depending on who you meet and when. Éric Rohmer was someone that I worked with when I was very young. Patrice Chéreau I worked with a little bit later in my life. And in both cases, they corresponded with what I desired to do and with how I saw myself. They're two different parts of my life with very different directors and very different worlds, but they corresponded to what I wanted to do and how I saw myself. Mais j'espère que vous viendrez demain soir pour voir ce que je lis des textes de Chéreau, parce que là, j'en parle beaucoup justement du travail avec les acteurs. I hope you'll come tomorrow to see what I read from Patrice Chéreau's writings, because in that performance, we hear a lot of the work with the actors. I know it's the moment to open up for the questions, so so I'm really happy to, if some of you have questions, I would take 2 or 3 questions. Yeah, I see in the back. Hello. I apologize for a bit silly question, but how did you decide to be an actor, and is there any kind of story behind it? Sorry, what was the second part of the question? Well, is there any story behind there? Non, c'est une question très évidente, très importante. Comment on choisit? Je pense, je vais paraphraser une phrase de Beckett qui disait on est tous... qu'est-ce qu'il disait? Oui, pardon. On est tous fous du verbe naître. On est tous fous, il y en a seulement quelques-uns qui le restent. Et je pense qu'on est tous acteurs et il y en a seulement quelques-uns qui le restent. Parce que c'est vraiment un choix de vie qui n'a rien à... Pour la majorité des gens, nous sommes vraiment des ovnis. Enfin, on est vraiment je pense que c'est quelque chose qui est très inexplicable. Si vous posez la question, c'est qu'évidemment, il y a très peu d'explications à ça. C'est qu'on se pose réellement la question, qu'est-ce qu'un acteur et pourquoi on est acteur? Je pense que ça vient de l'enfance, évidemment, du besoin d'être aimé, du besoin d'être
d'être dirigé aussi, d'une perte de soi-même, d'une perte de contrôle. C'est un mélange de beaucoup de choses. J'ai commencé quand j'avais 12 ans à l'Opéra de Paris. Je chantais dans les chœurs de l'opéra. Donc ça veut dire que la première fois que je suis monté sur une scène professionnellement, j'avais 12 ans à l'Opéra de Paris. Et là, effectivement, je me suis dit, c'est mon monde. C'est là où je veux être, c'est là où je me sens le mieux, je me sens protégé et je me sens protégé des agressions de la vie. C'est ça qui était pour moi très important. No, I think that's a very important question, how we choose. I'm going to paraphrase Beckett. He said, "We're all born crazy, only a few of us remain crazy." And I think that we're all born actors, and only a few of us remain actors. To most people, actors are like UFOs. It's something unexplainable. And it's clear that if you ask me to explain, that shows that there's a mystery there. Why does one become an actor? Why does one act? I think it has a lot to do with childhood, the need to be loved, also the need to be directed, the loss of self, the loss of control. I started when I was 12 years old at the Paris Opera. I sang in the choir there. So the first time I set foot on a professional stage, I was 12 years old at the opera. And indeed, I said to myself, this is my world. This is where I want to be. This is where I feel good. This is where I feel protected. I feel protected from the assaults of the world. And I think that that's a very important factor. Et puis, il y a aussi une chose très importante. Ce n'est pas pour rien, en français en tout cas, mais je pense qu'en anglais, je ne sais pas, mais en français, le mot professionnel pour les acteurs, c'est de jouer. Or, jouer, c'est du plaisir. Donc, on a envie de continuer ce plaisir aussi. Je ne sais pas comment on dit, to act en anglais, mais est-ce que ça... To play aussi? Ah, okay. And I also think it's very important. It's not for nothing in French, and it turns out also in English, we say the professional word to say what an actor does is to play, like to play a part. And so to play is pleasure. And so there's the desire to continue that pleasure. Alors, je voudrais poser la question en français, si je puis. Je me demande si le film pose la question de l'ancien débat entre la grande ville et la Champagne comme un thème tout à fait politique, et sinon, quelle est votre opinion? So the question is about whether the film sets up the dichotomy between the city and the countryside as a political theme, and what your opinion about this is. Oui, bien sûr, c'est le conflit entre la ville et le. D'ailleurs, le personnage en parle des gens qui sont de la campagne et qui viennent vivre en ville. Mais le sujet du film, c'est justement comment faire en sorte que les gens de la ville retournent à la campagne. Alors évidemment, maintenant, c'est un peu plus facile, disons que c'est plus courant grâce évidemment à les ordinateurs, à Internet, tout ça. Donc on peut retourner. Beaucoup de gens d'ailleurs, je connais, qui retournent à la campagne ou qui vont à la campagne grâce à ça. Mais je pense que c'est le sujet du film. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, il n'y avait pas les téléphones portables quand on a fait le film. Donc il y a quelque chose de très précurseur dans ce film. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais... Assez documentaire aussi. Oui, il y a un documentaire sur la vie future, en tout cas. Yes, of course, the conflict between the city and the countryside is central to the film. And in fact, my character talks about it. You know, the film talks about how to get people from the countryside to move. Sorry, there's the question of people from the countryside moving to the city, and the subject of the film is how do we get people from the city to move back to the countryside. Now, of course, today, thanks to computers and the internet and so on, that's a lot easier. I know many people who've moved back to the countryside, but
at the time of the film, there was no internet, there were no cell phones. It was much more complicated. And so in that sense, the film is really ahead of its time. And Marie jumps in and says it's also quite documentary. And Pascal says it's documentary about a future life. There's a question there. I have a comment. My first impression is this is more like a theater than a film. And the second one is a question. My question is there a thorough line throughout the film to accomplish something, especially you being the main character? I mean, is he fighting for something? I mean, as an actor, I always look for something, trying to fight for and face the obstacles. That's it. It's this film specifically, the through line. Donc, quel est le fil central du personnage? Contre quoi est-ce qu'il lutte? En tant qu'acteur, je cherche toujours ça, dit monsieur. Mais vous savez, quand on voit un film avec beaucoup de texte, on pense toujours au théâtre, évidemment. Et quand on voit des films où il n'y a aucun texte, eh ben, c'est du cinéma, quoi. Donc et là, en l'occurrence, il y a énormément de texte, donc on peut penser que c'est du théâtre, mais ce n'est absolument pas du théâtre. C'est vraiment, réellement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire une pièce de théâtre de ça. C'est ça que je veux dire. C'est réellement du cinéma, l'histoire, les cadrages, c'est vraiment du cinéma. Alors évidemment, on joue, on joue avec beaucoup de paroles, oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'au théâtre, quand on joue au théâtre, il y a beaucoup de textes. C'est très rare des pièces de théâtre sans texte. Ça, c'est certain. C'est la base même du théâtre, c'est le texte. Donc c'est vrai que ça fait penser à ça, et c'est vrai qu'on le dit de Rohmer. Pour répondre à votre question, à la deuxième, c'était quoi déjà? Je sais plus. Je vais vous dire, mais d'abord je vais traduire ça. Ah oui, pardon. Okay. It's true that when we see films with lots of words, with lots of talking, we always think of theater. And then when we see films where there's no talking or little talking, we say to ourselves, oh, that's cinema. But this film is absolutely not theater. You could definitely not do a play of this film. The story, the framing, they're really cinema. You know, plays generally have lots of words. That's what theater is like, and it's very rare to have a play without text. That's the basis of theater, is text, which is why Éric Rohmer is sometimes likened to theater, because there was a lot of text. Alors la question, c'était quel était le fil conducteur de votre personnage? Quels étaient les obstacles contre lesquels il luttait? Je joue un homme politique, donc forcément il y a des obstacles toutes les secondes avec les hommes politiques. Il faut voir ce que vous avez en ce moment ici comme président. Donc il y a quand même beaucoup d'obstacles à franchir, et pour les opposants et pour ceux même qui sont au pouvoir. Donc voilà, son rôle, c'est de contourner les obstacles, de faire de la politique. C'est un vrai métier, et il est maire de ce village. Je ne sais pas s'il sera député un jour, mais peut-être que c'est son choix. Je ne sais pas, c'est une question difficile. Moi, je ne suis pas un homme politique, donc je ne connais pas les enjeux politiques qu'un homme politique peut avoir, donc je ne sais pas, c'est difficile de répondre. Je suis qu'un interprète, disons, d'un acteur, quoi. J'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'il y ait un jour un acteur qui jouerait Donald Trump. Ce serait très intéressant de voir comment il va jouer Donald Trump, parce que déjà Donald Trump étant lui-même un acteur incroyable, donc comment trouver un acteur qui fasse encore plus que lui? C'est fascinant, quoi. On verra un jour peut-être. Well, I'm playing a politician, you know, and a politician deals with obstacles every second. I mean, you only have to see what's going on with your president here right now. So there are obstacles to overcome. Those that are the obstacles of the opposition, the obstacles of those in power. My character's role is to avoid the obstacles, to
carry out the work of politics, to be a politician. That's his profession. He's a mayor for the time being. I don't know if he'll become a deputy one day. Maybe he will be. Personally, of course, I'm not a politician, so it's hard for me to know what the stakes are in such a position. I'm just interpreting a politician, but I would love to one day see an actor play Donald Trump, because he's already such an over-the-top actor that it would be fascinating to see how an actor would figure out going even further. Maybe one day we'll see that. This is going to be the last question, and then I also will tell you, I would love you to know that there is a retrospective of a wonderful filmmaker, FGO Song, at Anthology Film Archive, who is here in town, and Pascal Grégory has a beautiful role in it. So I invite you to all see Calm downtown to Anthology, 2nd Avenue, 2nd Street. All week long, his film is coming out, and the film is called Nine Fingers, Neuf Doigts. So, before the last question, I didn't want to forget this. The last question, please. Right here. Okay. I have one. J'aimerais savoir s'il y a un rôle que vous n'avez pas encore interprété, que vous aimeriez interpréter. I'd like to know if there's a part that you have not yet played that you would like to play. Non, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de rêve de rôle, non. Non, je n'ai que des rêves de metteur en scène. Voilà, il n'y a que, dans le fond, les metteurs en scène qui m'intéressent. Car les grands metteurs en scène vous apportent toujours des grands rôles. No, I'm going to disappoint you. I don't dream of parts. I only dream of directors. That's all that interests me, is directors, because ultimately great directors always offer you great parts. That's a beautiful way to end. Thank you, Pascal. Thank you, Nicolas.